La rançon, on la paye ou on la paye pas? Souvent, on va essayer d'éviter de la payer, mais dans certains cas, c'est plutôt des cas exceptionnels, on n'a pas vraiment le choix. Tout ça est évidemment parfaitement illégal. Oui, pour ceux qui n'ont pas tant Pour info, N'essayez pas chez vous. Voilà, je sais pas si... Enfin, quoique, il y en a qui essayeront quand même, enfin bon, on va essayer d'éviter. Il existe aujourd'hui des assurances pour te couvrir d'un risque cyber. Ah oui. Moi, je pars vraiment du principe qu'un jour, on va se faire avoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Podcast du Futur. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité avec un groupe de fous. XLG, ils ont des milliers d'employés, plein de gens sur le terrain, ils nettoient des maisons, réparent des usines. C'est un groupe qui fait 300 millions de chiffre d'affaires. Ils ont un IT manager qui a un parcours hyper sympa. Jérôme, en fait, il a commencé par le marketing chez eux, il a une expérience informatique. Et maintenant, il gère tout ce qui est cybersécurité. Donc, il a plein d'histoires de dingue à nous raconter. Et on a chez NSI Lionel qui faisait de la cybersécurité dans l'armée. Donc, on se calme tout de suite. Et qui maintenant offre son expertise via NSI au secteur privé. Ça va être hyper intéressant comme émission, on va aller très au fond des questions, comment quand on est manager, on lance des programmes de cybersécurité, c'est qu'est-ce qui est important, les erreurs à surtout pas faire, tout ça. On va aller vraiment au fond de tout ça. Encore une super émission sur le futur de la cybersécurité, aujourd'hui et demain, amenée par NSI, super collab, bonne émission. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du futur. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci. On a ici deux experts évidemment, comme à chaque émission, pour aller au fond de ce sujet-là, la cybersécurité, le futur, qu'est-ce que ça nous réserve et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se préparer pour demain. Jérôme, toi, tu es un oiseau rare, ancien, pas ancien, mais tu as commencé chez XLG comme marketing manager, tu t'occupes maintenant de la cybersécurité également. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu XLG? Effectivement, donc moi je suis Head of Marketing, IT et Innovation chez XLG. C'est un chouette terrain de jeu, on s'amuse beaucoup. D'autant que XLG, c'est une boîte en pleine croissance. XLG, donc, c'est une entreprise active sur 4 segments de marché. D'abord, les titres-services, on est le leader en francophonie en Belgique. Ensuite, dans les métiers du facility, ça va être tout ce qui touche au nettoyage et à la maintenance de bâtiments. Ensuite, dans l'industrie, où on fait des services de nettoyage industriel, de maintenance industrielle. Et enfin, dans le building, donc tout ce qui est travaux de rénovation, toiture, maintenance, building. Donc voilà, donc un groupe varié. On est plus de 6000 aujourd'hui, donc un groupe assez important en Belgique. Oui, pas mal. Merci d'être venu. Lionel, le rêve de toute entreprise d'informatique, ancien militaire dans la cyber, qui maintenant est expert cyber pour le privé. Je me suis trompé ou c'est... Non, c'est ça, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc tu as commencé il y a 15 ans, à commencer en réparant des ordinateurs, c'est ça? Oui, donc j'ai 14 ans j'ai eu 14 ans d'ancienneté à la Défense. J'ai commencé en 2005. Ça remonte à déjà un petit temps maintenant. J'ai découvert l'informatique à l'armée, un peu par hasard. Ça m'a plu parce que j'avais déjà une affinité avec l'informatique, évidemment. Puis, comme tu l'as dit, simplement réparer des PC, aider les gens, support assez standard pour commencer. Dévier ensuite sur le réseau parce que ça m'intéressait. Et puis après, j'avais fait le tour, j'avais envie de voir autre chose. Yes. J'ai voulu quitter et puis je suis tombé un peu par hasard dans les réseaux sécurisés. Incroyable. Et là, ça m'a donné un petit... ici. Et raconte, tu as commencé avec l'ordinateur. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait quand tu étais à l'armée? Est-ce que tu as traqué des terroristes sur des réseaux spéciaux? Non. Je restais dans la partie mise à disposition des systèmes sécurisés. Et donc, j'ai été sur le terrain, mais ça restait assez classique, aider justement de nouveau pour tout le support, mais dans des conditions beaucoup plus particulières, avec tout ce qui est chiffrement, etc. Mais juste pour me faire plaisir, est-ce qu'on peut dire que grâce à toi, on est un peu plus safe chez nous en Belgique? Oui, on peut le dire. Allez, yes, ça fait plaisir ici. Ça commence très bien cette émission. Jérôme, XLG, groupe complètement typique aussi. Oui. Il y avait 39 sociétés, c'est ça, ou 38? Ouais, il y a une quarantaine de sociétés, effectivement. Il y a encore 6 ans, il y avait encore 40 sociétés. C'est un holding, en fait, fondé par Xavier Laloux. XLG, c'est Xavier Laloux Group, un entrepreneur de génie qui avait compris comment monter une PME. Et il avait chaque fois mis des managers à la tête de chacune de ces PME, avait multiplié le modèle une quarantaine de fois. Si bien qu'à son décès en 2016, son fils Gatien reprend les rênes et se retrouve à la tête de 38 sociétés, mais qui sont toutes indépendantes l'une de l'autre. Le seul service centralisé, c'était la compta. Avec 38 sociétés, il avait créé une fiduciaire interne. Mais donc, chacun avait son petit marketing, son petit IT, plus ou moins bien fait. Et en termes d'IT, c'était
Plus ou moins, quoi. C'était plutôt moins bon, que plus. c'était comme c'était. Oui. Et donc, il y a eu cette vision de se dire, OK, on va créer une marque commune, un système de gestion commun, et donc verticaliser le groupe, ce qui impliquait de mettre en œuvre un ERP, évidemment, de centraliser toute l'informatique, mais aussi de rassembler tout le monde autour d'une même marque, un même nom de domaine, un même hébergement de boîte mail, tout partagé comme dans n'importe quelle société. Et donc, l'exercice numéro 1, ça a été effectivement de procéder à cette grande migration et d'aligner toutes ces sociétés sur un seul et même système. Et quand tu dois faire tout ça, tu dis la cybersécurité c'est prioritaire ou il y a déjà tellement de chantiers? Comment ça se passe, tu vois? Alors on a envie que c'est prioritaire, on sait que c'est important, mais il n'y a pas de RP commun, il n'y a pas de système commun, il faut tout faire. Comment ça se passe? C'est une excellente question. Je crois que la priorité, c'est de se dire qu'il faut faire les bons choix technologiques. De ne pas se dire un an après, mince, on s'est trompé de solution. Et donc, il y a deux choix, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu en tout cas deux choix fédérateurs qui sont imposés. Un, Office 365 pour toute la partie infra. Office 365, c'est donc la solution sur laquelle on va héberger les emails, les fichiers. C'est la solution de Microsoft, qui est aujourd'hui ultra standard, donc c'était pas un choix non plus hyper original. Oui. Et puis un second choix qui se portait sur le RP, et là on a choisi Odoo. Et là on s'est pas trompé non plus. Mais donc c'était les deux premiers grands choix à poser. Et c'est clair que la phase 1, c'est d'amener tout le monde à bord. Et c'est sûr que on essaye de poser les bons jalons dès le début, mais on pourrait y revenir, mais la cybersécurité, c'est toujours un trade-off entre agilité, budget et sécurité. Et au plus on veut mettre de sécurité, au plus il faut mettre et du budget et moins d'agilité. Oui. Et donc, certainement que dans les phases de migration, on était plus agile que ce qu'on peut l'être aujourd'hui, pour justement permettre ces migrations. À l'inverse, rester dans la situation précédente était encore pire. Oui. Et donc, à un moment donné, savoir un petit peu abaisser les barrières pour aller vers quelque chose, au final, de très sécurisé, ce qui est aujourd'hui, je pense, le cas. Ça fait partie du trajet, quoi. Oui. Et tu disais en préparant l'émission, tu disais qu'avoir un ERP commun, ça simplifiait déjà beaucoup les choses aussi. Alors, c'était dans le cas d'XLG une question de business model. Comme j'ai pu le dire à la présentation, on fait une trentaine de métiers différents. Notre vision aujourd'hui, c'est qu'on est centré dans des hubs, qui sont donc des bureaux locaux. On en a à Liège, à Bruxelles, à Charleroi, au Grand-Duché de Luxembourg, etc. Et vu que l'ensemble de nos activités sont dans le même ERP, n'importe quel ouvrier, de n'importe quel BU ou de n'importe quelle société, parce qu'on a encore plusieurs sociétés, peut être placé au travers de cet ERP sur n'importe quel chantier. Et donc ça, c'était une vision business, de se dire, tiens, on doit pouvoir gérer nos ressources, que ce soit nos hommes, nos camionnettes ou nos appareils, dans un même ERP qui puisse dispatcher ces ressources. Et donc oui, c'était un challenge d'amener tout le monde dans une seule et même solution. Oui. Et juste, en préparant l'émission, tu l'as dit, le budget vêtements de travail de XLG par an? C'est pas loin d'1 million d'euros, quoi. Ouais, ça en fait du vêtement, quoi. Voilà. Mais du beau. Toi, Lionel, tu vois un défi comme ça, donc 39 boîtes, il faut fusionner, trouver un digital commun. C'est quoi les écueils que tu vois tout de suite et comment est-ce que tu te positionnerais si tu devais toi-même accompagner quelqu'un qui doit partir d'un système legacy où c'était le bic, le crayon, Excel et voilà. Déjà, c'est costaud. Ouais. Déjà, bravo pour l'évolution que vous avez faite. Et l'idée de la standardisation, ça c'est super important, comme il l'a très bien expliqué. Ramener vers des solutions qui seront maîtrisées par l'entreprise, que ce soit justement un ERP ou quoi que ce soit, ça facilite déjà énormément de choses. Se faire accompagner, souvent ça c'est hyper important, parce que toutes ces technologies ont évolué énormément dans le temps, depuis quelques années, et il y a eu un énorme boom avec le Covid notamment, etc., qui ont facilité les hackers par exemple, d'aller chercher des informations, aller chercher de l'argent là où on peut en faire assez facilement. Quand on est chez soi cloîtré, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, j'aurais bien hacké une entreprise, pourquoi pas. Ah oui, on dit tout ça souvent le week-end. Mais malheureusement, ça devient aussi un business model. Ah oui. Donc les entreprises doivent se préparer, ça c'est sûr, donc se faire accompagner. Il y a eu énormément de changements, comme je le disais, d'évolution. Donc l'expertise ne peut pas se trouver dans une seule entreprise. On ne peut pas dire chez XLG, même s'il y a un environnement IT avec une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, ce n'est pas encore suffisant pour avoir de l'expertise dans un domaine particulier. Il y a tellement de domaines maintenant aujourd'hui dans la sécurité, on n'est plus juste sur un antivirus, sur un PC.
Ouais, je te rejoins. Voilà. Je te rejoins complètement, surtout sur l'aspect standard. En fait, là, quand on fait un exercice comme ça de paramétrisation d'un ERP, la tendance voudrait dire on va faire coller l'ERP à notre modèle. Et on va en fait, quand on prend un Odoo, ça revient à taper des lignes de code dans l'Odoo, quoi. Sauf qu'au plus on va faire ça, au plus on va quitter le modèle standard et aussi la logique même dans laquelle Odoo a été pensé. Alors, ça a des implications business. Par exemple, on rajoute des lignes de code, demain, il y a une mise à jour de Odoo, ça va être compliqué voilà. Mais aussi au niveau sécurité. Parce que chaque fois qu'on va amener des solutions en plus, selon la manière dont on va le faire, quelque part, on va un petit peu casser le code, un petit peu casser la bonne logique dans laquelle ça a été pensé, et peut-être, potentiellement, créer une brèche de sécurité. En tout cas, un développement qui ne sera plus assumé par l'éditeur. Alors, ça n'aura peut-être pas d'incidence l'année où on le fait, mais 2-3 ans plus tard, quand lui aura remis 2-3 couches, aura peut-être changé son script de base, ça peut créer une brèche. Il faut savoir qu'un Windows, il le met à jour tous les jours. Tous les jours pour combler ces brèches. Quelqu'un qui aurait l'idée de configurer son petit Windows lui-même, en fait, il perdrait tous ces updates, quoi. Et donc, en fait, cette logique de rester standard et de pouvoir être en capacité de faire les mises à jour de manière très très régulière, c'est un élément de sécurité super important, je pense, et dans tous les domaines. Non, clairement, on voit que dès qu'on sort un peu, on va pas mettre à jour parce qu'il y a des implications sur ça, et donc on tombe sur des systèmes legacy aussi. On a un vieux développement sur un serveur dans des versions qui sont complètement obsolètes. En 2000 par exemple, ça existe encore, voire même plus vieux encore. On a malheureusement encore des clients qui sont sur des très très vieilles versions. Alors il y a des solutions pour protéger ce genre de système, c'est pas un souci. Enfin, si c'est un souci, mais il y a des solutions pour les protéger. C'est un souci, oui. Donc, pour mitiger d'une certaine manière et accepter le risque, on en parlait aussi tantôt, c'est une manière d'accepter les risques en s'aidant avec des outils particuliers. Mais dès qu'on sort sur des anciens systèmes qui nous mettent dans des situations pareilles, on se rend compte après qu'on a de moins en moins le budget finalement pour migrer vers des solutions. Pour être franc, notre première approche chez XLG a été de partir sur l'Odoo Community. Le community, c'est l'open source, c'est plus ou moins gratuit. Donc, tout le contraire de ce que je viens de dire. Exactement. Ouais. C'est pour ça que vous l'avez pas fait. Mais on a commencé là-dessus et on l'a quand même fait un an. Donc... d'accord. Et on a fait marche arrière. Donc en fait, et alors on faisait un truc super custom, picobello. En vrai, les utilisateurs m'en parlent encore. L'ancien Odoo était beaucoup mieux. Sûrement. Et bien sûr, tout était sur mesure, comme il fallait, pile poil. Et puis très vite, on s'est heurté à un mur, quoi, de dire, en fait, c'est une fuite en avant. Au plus on développait, au plus ça devenait impossible de suivre les mises à jour. Et pas que pour des questions. Et donc on se privait aussi de toutes les new features de Odoo, quelque part, quoi, parce qu'on se rendait compte. Et à un moment donné, on a dit, OK, stop, c'est pas la bonne voie, quoi. Et donc, nous, on l'a fait à nos dépens. Et alors, on a transformé notre compte Community en Enterprise, et on est revenu un peu dans le rang. Ça implique que rester standard, ça coûte quelque chose. Ça coûte en fait un manque de personnalisation. Et c'est un sujet que tous les IT connaissent un jour, de se dire, tiens, moi j'aimerais que ce soit comme ça. Ben non. En fait, si vous prenez cette solution-là, il faut la prendre pour ce qu'elle est. On peut souvent le paramétriser, mais l'ultra personnaliser, en fait, c'est pas une best practice. Et souvent, ça crée pas autant de valeur que ce qu'on aurait attendu. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller autant dans le détail? Oui, parce que pour son confort personnel. Oui, ou la version changement. C'était comme ça avant, alors on va le refaire. Mais c'est ça. Donc, vraiment être dans son confort. On a toujours fait comme ça, on veut réappliquer exactement le même modèle de ce qu'on avait fait avant. Mais non, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on peut pas un tout petit peu changer pour revenir Pour moi, la principale qualité d'un IT manager, c'est de savoir dire non. Savoir dire non. D'avoir peu de copains dans sa boîte. Il faut juste pas qu'il dise tout le temps non. Par contre, tout le temps non, mais savoir dire non, qu'il faut savoir dire non. Parce que voilà, on se donne une vision, on se donne une stratégie, tant en business qu'au niveau de la sécurité. Et en fait, ça peut se rejoindre. Tout à fait. Le suivi standard, par exemple. De ne pas développer des legacy qui sont insupportables à maintenir. C'est un poids sécurité, mais c'est aussi un poids business. Des legacy. Ça demande certainement d'avoir une vision, mais aussi d'avoir la capacité de la tenir. Et ça passe parfois, souvent, par le fait de dire désolé. Non, ça ne fait pas. Et on a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé de brèche. C'est quoi aujourd'hui que XLG a comme menace? Et Lionel, qu'est-ce qu'une entreprise à multisite comme ça? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Si vous pouvez un peu réagir là-dessus, raconte-nous peut-être ton expérience. Qu'est-ce que vous avez chez vous comme...
Mais je pense que s'il y avait une brèche, on l'aurait déjà comblée. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus une brèche majeure. Oui. Je peux dire ce par quoi on est passé, éventuellement. Quand on a fait les migrations, il a fallu à un moment donné installer le MFA. Donc le Multi-Factor Authentication, tout le monde peut s'accorder aujourd'hui de dire que c'est une absolue nécessité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il n'y a juste pas de débat là-dessus. Et ce qui permet, juste pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu déconnectes quelqu'un, qui se déconnecté de tous les services. C'est pas tellement ça. C'est quand un utilisateur s'identifie, il doit le faire via 2 systèmes différents. D'accord. D'abord son mot de passe. D'accord. Et ensuite un système tiers. C'est par exemple, tu reçois un SMS avec un code. Et donc, si on te hack, il faut hacker ta session, mais aussi ton smartphone. Oui, tout à fait. Ok. Et alors, la grande tendance, vu que c'est le sujet, c'est ce qu'on appelle le passwordless. C'est de pouvoir t'identifier, c'est ce qu'on a aujourd'hui, avec un système où tu as ton mot de passe d'un côté, mais la seconde identification passe par un élément biométrique. Ton empreinte, reconnaissance faciale. Et là, pour le hacker, ça devient un peu plus compliqué, bien que même ça, on voit maintenant des systèmes de hacking via du phishing. Je passe les détails, mais il faut partir du principe que rien n'est inviolable. Et moi, je pars du principe qu'un jour, on se fera avoir. Oui. Mais même peut-être tu peux encore faire avoir, et évidemment tant mieux, mais est-ce que tu as déjà eu l'arnaque aux dirigeants? Est-ce que tu as déjà eu des tentatives, toi? Oui, bien sûr. Tu peux nous raconter mais donc, évidemment, nous, on a envie de savoir, tu vois, le truc saignant, quoi, les trucs, tu vois, les... Ouais, donc, l'arnaque aux dirigeants, je crois qu'on en refait un par semaine. Ah oui? Oui, bien sûr, des gens qui se font passer pour nos CFO ou en mon nom. J'en ai encore un la semaine passée. Et c'est souvent très mal fait, heureusement. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller créer une adresse Gmail et dire qu'il s'appelle Jérôme Paco. Oui. Et en parcourant un peu, très vite, il va comprendre que l'adresse de la boîte, c'est prénom.nom. Il va sur LinkedIn, il comprend quels sont les gens qui ont quelle fonction et par définition, qui fait quoi. Alors parfois, c'est très mal fait. Le cas qui me concernait, la personne avait écrit à notre RH, je crois, en néerlandais. Alors qu'on est une boîte plutôt francophone. Donc, pas très bien fait. Par contre, ça, c'est la Belgique qui nous protège encore un peu. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, c'est ça qui fait tilter. Mais on a eu un autre cas qui lui était beaucoup, beaucoup mieux fait. C'était une discussion recréée, fictive, entre des collègues. Non. Et la discussion est à un moment donné transmise à notre CFO et qui dit en substance... comme expliqué ci-dessous, merci de procéder au virement, quoi. Et bon, alors, en l'occurrence, les gens qui se parlaient ne sont pas censés se parler, donc c'était pas ultra crédible, mais quand même, on a vu le travail d'un hacker qui a vraiment fait des recherches. Donc, c'est pas un bot qui envoie des scripts automatisés. Bravo à lui, il a bossé. Ouais, mais c'est ça. En fait, la grosse tendance des arnaques aux dirigeants, c'est les gens qui bossent. Des gens qui bossent fort et qui, aujourd'hui, parfois, passent des coups de fil. Et dit alors c'est pas un cas vécu chez XCG, mais dans une autre grosse boîte, une boîte internationale, où une succursale reçoit un appel, soi-disant du CFO, mais qui connaît pas, qui connaît pas sa voix, et qui dit salut machin, bon en fait là il faut vraiment faire un virement très vite, je t'ai envoyé un mail avec le numéro de compte, tu as reçu, merci, merci de le faire tout de suite. Et bon, imagine-toi, tu es dans un gros groupe international, tu as le CFO monde qui t'appelle, qui dit je t'ai envoyé un mail, tu as reçu, merci d'exécuter maintenant. Et ça peut marcher, quoi. Ça peut marcher. Et dans ce genre de cas, il faut être assez clair, c'est imbloquable. Tu peux pas bloquer une adresse email à gmail.com ou n'importe qui. On a eu un cas où les hackers avaient acheté le nom de domaine x1g.eu. Nous, c'est xlg.eu. Ils avaient acheté x1g.eu. En l'occurrence, ils avaient hacké la boîte d'un de nos clients. D'accord ? Quand même. Ouais, donc ils avaient hacké. Donc c'était pas nous les victimes de l'attaque, c'était notre client. Ils avaient reçu on leur avait envoyé une facture. Ils ont récupéré la facture, ils l'ont mis sur Photoshop, ils ont dit attention, on change de numéro de compte. Ils ont créé une lettre fictive du CFO indiquant qu'effectivement on avait changé de numéro de compte. Ils l'ont joint à la facture. Et c'était le bon nom du CFO et tout ce qu'on veut. Ils ont recréé pour ce faire un faux nom de domaine x1g.eu et ils ont envoyé tout ça en notre nom au client. Et comment ils avaient l'historique? Parce qu'ils avaient hacké la boîte mail du client.
Donc la faille, elle n'était pas chez nous, parce que nous, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'acheter un nom de domaine qui ressemble à notre nom. Et pour la petite histoire, le client en question n'avait pas activé le MFA. Pour revenir à l'obligation. Sur la base du problème. La base. Et Lionel, tu vois ça, cette boîte s'est fait hacker. Parlons du client de Jérôme. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Bah, déjà, voilà, on en a parlé, le MFA, l'activation déjà reset de mot de passe pour tout le monde. On ne prend pas de risque, on est sûr et certain, on active le MFA. Parce qu'il n'y a même plus de discussion sur ce sujet, même s'il y en a encore, il y a des CEO qui ne veulent pas activer le MFA. On a un cas aussi, je rebondis sur autre chose, mais on a un cas aussi, le seul qui ne voulait pas activer le MFA dans l'entreprise, c'était le CEO, l'attaque est rentrée par le CEO. Non. Il suffit d'un seul. On ne dira pas la boîte évidemment, mais on a envie de savoir. Mais forcément, restons discrets, mais il suffit d'un seul, c'est même pas on va mettre de la sécurité sur les personnes les plus importantes ou celles qu'on estime qui sont un petit peu moins à l'aise avec les systèmes informatiques. Et qu'on se sent plus sensible avec ce genre de choses. Non, tout le monde, pas de discussion. Tout le monde doit... Et si même le CEO n'y croit pas lui-même, c'est déjà fichu pour toute l'entreprise. Donc là, clairement, activer le MFA, ça c'est la première chose à faire. Sensibiliser les utilisateurs. Ça c'est hyper important aussi aujourd'hui. 80% des attaques rentrent quand même par les mails souvent. Et donc passent par l'utilisateur en lui-même. C'est quoi sensibiliser? Par exemple, Jérôme, tu vois, il a multisite, il y a des gens qui réparent des toits, et tout le monde n'est pas derrière un ordinateur, quoi. Comment est-ce que, tu vois... Il y a plein de techniques pour sensibiliser. Alors, on va souvent avoir envie de mettre les gens dans une salle pendant 2 heures, essayer de leur parler, etc. Ça, c'est compliqué aujourd'hui, c'est plus difficile. Les gens vont s'endormir. Si on fait ça l'après-midi, on a mangé, hop, la petite sieste, et c'est fini, on a perdu tout le monde. Il y a des outils pour ça. Alors maintenant, ceux qui sont sur le terrain, ce sont des cas qu'il faut... et qui sont quasiment jamais derrière un écran et qui n'ont pas le temps d'être derrière un écran pour passer leur formation. N'empêche qu'il faut prévoir du temps pour ça. Alors il faut essayer de trouver des créneaux spécifiques pour ça. Il y a des outils qui permettent de faire ça régulièrement sur des petits moments. 10-15 minutes. On n'est pas obligé d'avoir des longues périodes de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est assez lourd comme si je te mets toi devant ton PC, vas-y, lis et réponds à des questions. Spécifiquement sur la cybersécurité. Moi, je change le modèle, donc je le ferai grand plaisir, je le ferai bien, mais je comprends qu'évidemment, ce soit... On utilise une solution qui va en fait éduquer les utilisateurs, leur envoyer des mails d'information, peut-être les renvoyer même vers des petits learning, et puis il va les tester. Donc il va faire des tentatives de phishing. Ceux qui ne se feront pas avoir, on leur dira bien joué, tu t'es pas fait avoir. Ceux qui se feront avoir, ils ont une remédiation. Évidemment, on a un reporting derrière qui nous permet de piloter tout ça. Et en fait, je crois que c'est probablement la meilleure solution parce que dire à quelqu'un formation cybersécurité, ça passe pas. Le mec, il vient déjà avec son app et son petit jeu là parce que ça chauffe pas quoi. Et je comprends. Par contre, le sensibiliser, lui dire mec, tu t'es fait avoir. Là, il faut qu'on parle. Et là, il se sent malin. Parce que personne n'a envie d'être la porte d'entrée d'un hacker dans la société où il travaille. Et donc, je pense que ce genre de sensibilisation, c'est peut-être le bon moyen d'y arriver, mais même en faisant ça, on ne peut jamais garantir quoi que ce soit. Ça reste de l'humain, quoi. Ça reste de l'humain. Et donc, la garantie, si on veut la trouver, c'est le process. C'est le process, c'est de se dire que demain, plus personne ne peut faire un virement seul. C'est ce qu'on a mis en place chez XLG. Alors évidemment, il faut avoir les systèmes IT qui le permettent aussi, mais c'est de se dire, OK, aujourd'hui, dans nos systèmes de paiement, personne ne peut faire... Enfin, il faut 4 yeux pour faire un paiement. Mais d'un point de vue système. Ça prémunit aussi que si je viens et que je te braque, et je dis fais-moi un virement, techniquement, tu es incapable de le faire. Parce qu'il faut que 2 personnes valident ce paiement. Double authentification. Double authentification, on y revient. Mais là, c'est vraiment pas sur 2 systèmes, sur 2 personnes. Et de se dire, on limite le pouvoir sur une seule tête et on le répartit sur 2 têtes. Et ça peut être 10 personnes qui savent... Mais il faut qu'il y en ait 2 qui se mettent d'accord pour exécuter une action, comme par exemple un virement. Et ça c'est plus une décision process qu'une décision IT, mais c'est ça la clé. Et c'est comme ça justement qu'on peut, Lionel, comment on anticipe, tu vois, parce que là, je parlais de brèche où on réagit, quoi, on reçoit le mail et tout, mais c'est quoi les bonnes façons d'anticiper ce genre d'attaque et de prémunir sa boîte et de former sa boîte, quoi, et qu'elle arrive
cyber-résiliente, je sais pas c'est quoi le mot, toi, mais... Mais, comme on l'a dit, sensibiliser les utilisateurs, mettre les outils en place, mettre les process en place pour s'occuper des utilisateurs, essayer de les embarquer dans ce système de cybersécurité. Les embarquer aussi, les impliquer. Ça, c'est hyper important. Impliquer l'utilisateur, parce que sinon, allez, habituellement, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est l'IT manager qui décide, il demande à ses équipes d'appliquer des choses. Les utilisateurs sont frustrés parce qu'ils ont du MFA, parce qu'ils peuvent plus faire ci, parce qu'ils peuvent plus faire ça. Je peux plus aller sur Facebook toute la journée, on m'autorise qu'à un moment, ou voilà. Ou des sites sur lesquels je peux plus aller. J'avais l'habitude de faire mon petit jeu en ligne le midi, casino, je sais pas, par exemple. Ce sont des sites qui sont un peu risqués aussi parfois, dans certains cas, parce qu'on sait pas trop où on va. Ben, ça frustre. Alors, embarquer directement les utilisateurs dans le process, c'est important. Montrer qu'ils ont une valeur ajoutée dans la cybersécurité. Hein, l'utilisateur peut être considéré comme un pare-feu humain, hein, puisque comme tu l'as dit, mais je rate mon clic, hein, j'aurais pas dû, j'ai rentré des données que je devais pas, bah, c'est une brèche, on est rentré par là. Et on a bypassé tous les autres systèmes de cybersécurité assez facilement. Oui. Mettre de la gouvernance dans une entreprise, hyper important. Comment est-ce qu'on va aborder la cybersécurité dans une entreprise? Et peu importe la taille, qu'elle soit petite ou grande, ça n'a pas d'importance. Les process ne seront pas les mêmes, la manière de gérer les choses ne sera pas la même chose, mais mettre des process. Savoir où on va, dans quelle direction on va. Dans quel horizon on y sera, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, savoir où on se retrouve justement dans cette partie-là, établir une roadmap, hein, c'est toujours important, et pouvoir montrer que bah là, on en est là, on a encore ce genre de risque devant nous, et ce type de risque est derrière nous. On a accepté des risques aussi, mais ça aussi, hein, comme tu le disais, mettre le curseur, ça c'est hyper important, pouvoir définir jusqu'où on va aller. Beaucoup de clients nous disent on n'est pas la NASA, donc on n'a pas besoin de mettre des choses en place. Oui. Ouais, ok, mais vous êtes une entreprise avec un business, vous avez un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires est attaquable, peu importe qui vous êtes, la NASA ou pas. Moi, j'ai un petit anagramme pour ça, CIA. Tu connais peut-être, le CIA, c'est quand tu réfléchis sécurité, il y a 3 volets selon moi qu'il faut prendre en considération. Le C, confidentialité, I, intégrité, A, accessibilité. Fonction de ton business, le curseur peut être différent d'un des 3 leviers. Je prends un exemple, tu as un e-commerce, l'accessibilité de ton site à la veille de Noël, méga importante. À l'inverse, je sais pas moi, dans certains cas de figure, des données ne sont pas hyper sensibles et dans quel cas la confidentialité sera moins importante. On s'entend. Dans la plupart des cas, l'intégrité des données, c'est toujours important. C'est vraiment important. Mais réfléchir comme ça te permet de mettre la barre, de se dire, OK, en fait, on se fera peut-être hacker, mais dans tous les cas, on a des backups démultipliés de nos données. Et au pire, on remonte notre infrastructure et on ne perdra pas nos données parce que l'intégrité, c'est super important. Ou à l'inverse, tu vas dire, OK, en fait, l'intégrité, ouais, c'est important, mais c'est surtout l'accessibilité de mon site, quoi. Parce qu'en fait, moi, si je ne fais pas mes ventes la semaine avant Noël, je fais faillite. Et donc, cette analyse, c'est intéressant parce que, en fait, la sécurité informatique, ça coûte de l'argent. Il y a toujours une limite. Je peux en donner un autre. Nous, on a été victime 2 fois cette année d'attaques DDoS. Les attaques DDoS, pour l'explication, c'est Distributed Denial of Service. Donc en gros, c'est un hacker qui va t'envoyer des paquets sur ton site ou sur ton serveur, à tel point qu'à un moment donné, ta sécurité va dire il y a trop de volume, je perds pied. Et là, soit ça passe, soit ton système, s'il est bien conçu, va flancher. Et par exemple, ton site web va être down. Le but, c'est plutôt ça. Et donc, il y a, pour revenir sur l'exemple de l'e-commerce, tu as un hacker qui peut te dire « paye-moi une rançon, sinon, je mets ton site down la semaine avant Noël ». Ça peut être une attaque DDoS, mais c'est vrai aussi sur des serveurs, par exemple un contrôleur de domaine. Si on le bombarde trop de données, à un moment donné, il va se saturer. Et si on a plus de budget, on peut mettre des plus gros serveurs, des plus gros firewalls, des plus gros... Je ne sais pas quoi, mais toujours une limite correspondant au budget. Et ça, les DDoS, on peut peut-être en parler une seconde, ça devient les attaques les plus assez courantes. Et on voit que c'est de plus en plus facile. Aujourd'hui, tu peux acheter un logiciel DDoS sur Internet. Oui. Tu as des canaux Telegram, tu le rejoins, et alors on te propose, contre de la crypto-monnaie, d'acheter un logiciel DDoS pour aller paralyser une boîte, et puis après, tu fais ta popote. Tout ça, évidemment, parfaitement illégal. Pour ceux qui n'ont pas tant pour info, n'essayez pas chez vous. Voilà, je sais pas si... Enfin, quoique, il y en a qui essayeront quand même, enfin bon, on va essayer d'éviter. Mais
les attaques DDoS sont assez problématiques pour beaucoup de monde, hein. Tous ceux qui sont exposés vraiment sur Internet, il y a eu moi, j'ai plus en tête une entité qui s'est fait attaquer récemment. Mais oui, malgré tout ce qu'on met en place, ça reste des attaques qui sont assez complexes à gérer. On peut avoir des bandes passantes d'Internet, par exemple, énormes, avec le nombre d'équipements qui sont connectés sur Internet aujourd'hui. Il suffit de pas grand-chose, des montres connectées, des IoT, de tous des prises connectées, etc. Tout ça se fait hacker, par exemple, et on bombarde sur Internet en une direction bien précise. C'est sûr et certain que le système va être down. Mais comment est-ce qu'on va réagir à ce genre d'attaque? Est-ce qu'on peut vivre, comme tu le disais pour le e-commerce, juste avant Noël, est-ce qu'on peut vivre avec cette attaque, le temps de la résorber, même si parfois ça peut être assez compliqué, mais est-ce qu'on peut vivre avec ou pas du tout? Et donc on va devoir mettre des efforts là-dessus. Il y a des entreprises qui peuvent vivre sans. Je me fais bombarder. C'est le cas d'XLG, à tous les hackers qui nous écoutent. Nous, on fait une boîte de service, donc même si on est dedans pendant 24 heures, on peut vivre. On payera de toute façon pas votre rançon, donc ça sert à rien de nous attaquer. Non, mais tu as raison de le souligner, au moins tu es tranquille de ton côté. Mais il y en a qui ne savent pas vivre avec, parce qu'ils sont en effet exposés sur Internet, leurs services sont exposés sur Internet et ont besoin d'être exposés sur Internet. Alors que dans certains cas, voilà, on peut vivre sans. Donc, en général, il faut que eux choisissent la bonne cible. Mais voilà, ça reste assez compliqué. Il faut souvent contacter son provider pour qu'il mette en place des systèmes DDoS. Il y a des systèmes DDoS aussi qui sont spécifiques pour les entreprises qu'on peut mettre en place. Voilà, ça reste quand même une attaque particulière et il n'y a pas que le déni de service n'est pas que orienté sur je bombarde tout et n'importe quoi sur une entreprise pour essayer de mettre à plat son système. Ça peut être aussi des attaques très très particulières. On m'avait expliqué, il y a plus d'une trentaine de styles d'attaques DDoS. On va pas tous les faire. Non, c'est pas une bonne idée. Dommage de perdre tout le monde. On risque de perdre tout le monde, ouais. Mais voilà, il y a plein de choses possibles. Okay. Donc voilà, c'est pas que volumétrique, parce qu'en général, on parle souvent du volumétrique, mais il y a plein d'autres manières de le faire. D'autres exemples pour revenir sur la notion de concession qu'il faut faire pour la cybersécurité, c'est quand même intéressant. En fait, c'est souvent ça le sujet. C'est qu'est-ce que je suis prêt à concéder, soit en budget, soit en agilité, pour renforcer ma sécurité. Et tout le monde ne comprend pas. Je reviens sur l'exemple du CEO qui ne voulait pas passer au MFA. Qui dit MFA dit une adresse par utilisateur. Et qui plus est, une adresse personnelle. Le nombre de... Quand on a repris quand on a migré XLG vers ce qu'il est aujourd'hui, on avait des centaines d'adresses, secrétariat, vente, des adresses dites génériques. Alors, il y a moyen d'utiliser des adresses génériques, ce qu'on appelle des boîtes partagées, ça c'est tout à fait OK. Mais en termes d'identification, en fait, il faut bien faire la scission entre ton adresse qui te sert d'identifiant et d'une boîte mail. Un identifiant doit être personnel. Tu dois avoir une adresse thierry.huard@startupvie.be. En revanche, tu as peut-être une adresse info@startupvie, fine, et tu te logs à cette boîte mail via ton identifiant Thierry. Pourquoi? Parce que si on a des boîtes génériques, ça veut dire que plusieurs personnes utilisent la même adresse, et plusieurs personnes, ça peut être toi, moi ou le hacker en Indonésie, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Et donc, une des premières concessions à concéder, mais c'est aussi des incidences budgétaires, parce que dans certaines boîtes, on disait non, mais ils se partagent une boîte mail. Ça arrive tout le temps. C'est-à-dire, ils utilisent la boîte production, ils sont à 5 dessus, ils s'organisent. Voire on a créé des alias, enfin bref, il y a toutes les originalités possibles. Non, à la fin, ça coûtera beaucoup plus cher. Voilà. Sans compter que Microsoft nous a pas oubliés dans l'histoire et dit « Ah oui, mais si vous voulez la licence sécurisée, c'est mieux de prendre la premium que la standard. » Et entre les deux, tu as un petit surcoût. Et donc, mais bon, on revient à ce niveau de curseur, de se dire « Ok, est-ce qu'on se contente de la licence standard, qui est déjà très bien, ou est-ce qu'on monte le curseur à la licence premium, qui va coûter 50% plus cher ?» mais bon, qui nous permet d'accéder à tel niveau sur l'Active Directory, enfin je te passe les détails, mais qui est plus sécurisé en fait. Yes. On a fait un tour sur les menaces d'aujourd'hui. On va parler un peu de demain avec une question très pratique que j'adore poser quand on fait ce genre d'émission. La rançon, on la paye ou on la paye pas? Alors là, ça c'est la grande question. Souvent on va quand même essayer d'éviter de la payer, mais dans certains cas, c'est plutôt des cas exceptionnels, on n'a pas vraiment le choix. Mais ça fait
ça montre que ça marche. Donc les hackers vont continuer. C'est un peu un cercle vicieux dans cette situation. Tant qu'on n'est pas celui qui a été Voilà, évidemment. Alors, c'est une très bonne question. Nous, tout notre système est pensé pour ne pas devoir la payer. Pour dire, au pire, on aplatit le système, on le remonte, mais... c'est ça. Parce qu'il faut être préparé. Oui. Mais, théorie pratique. Si ton ERP est remonté, je te disais, sur un nouveau nom de domaine, et que le hacker envoie tous les jours des factures, des messages à tes clients, et que tu es une boîte avec beaucoup de clients, des milliers, Oui. c'est l'enfer. Hein. Mm. Tes clients disent, mais j'ai encore reçu une facture de votre part, je dois la payer celle-là ou pas? Oui. Il y a des sociétés à qui c'est arrivé. Et qui disent à un moment donné, les gars, sorry, mais on s'en sortira jamais là. Il faut que ça s'arrête, quoi. Et si à un moment donné, une des solutions, c'est de payer la rançon, je peux imaginer que parfois, il faille le faire. Voilà. Mais on sait qu'il y en a beaucoup qui payent. Oui. Et Lionel, de ton côté expert NSI qui voit tout, c'est quoi les futures menaces qui arrivent? L'IA, carrément. Ok. C'est obligé, de toute façon tout le monde en parle maintenant, mais l'IA aide énormément, alors dans les deux côtés heureusement, mais aide énormément les hackers. La voix. Donc même si l'histoire du CFO que tu expliquais tantôt, même si ça avait été le vrai, ou que la personne connaissait sa vraie voix, on aurait pu même la modifier. Ouais, donc comme maintenant on sait modifier des voix et cloner une voix, tu dis que tu peux recevoir un message vocal de quelqu'un, c'est ça? D'où les process à mettre en place évidemment pour éviter ce genre de choses. Mais reproduire la voix, et c'est pas très compliqué, ça va très très vite. Oui. Et le visage aussi. Donc même en visio, je fais une visio avec toi, mais c'est pas moi. Mais non. Ou je te fais croire que c'est lui. Bah, tu nous rassures, ça tu l'as pas encore vu chez des clients maintenant, ça arrive mais c'est pas encore là. Alors, personnellement je l'ai pas vu, mais j'ai vu des gens le mettre en place. On saurait le faire. Techniquement, on a tout pour le faire aujourd'hui. Donc très rapide aussi. Ou je prends un morceau de vidéo de toi que j'ai trouvé à un tel endroit, un morceau de vidéo de toi que j'ai vu à un autre endroit. Je rassemble tout ça, je mets dans un gros shaker IA, hop, et puis je peux sortir du texte que j'ai tapé et qui est dit oralement, où je parle à ta place dans le micro, etc. Et on fait genre cette telle personne. C'est hyper impressionnant. Ouais. Ça marche très bien. Et donc, je suis malheureusement victime de ça. J'ai un call. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Parce que, tu vois, moi, si tu es victime... Si on me dit, tu vois, s'il y a le vocal, si Manu Palage, je travaille chez NSI, Manu Palage m'envoie pour une fois un message vocal, je suis déjà très content, je l'ouvre, et il me dit, tu vois, il y a sa voix et tout... Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire, sincèrement? Allez, tu vas te sentir... Tu crois que tu n'es pas berné, donc tu vas y aller, évidemment. Il faut partir du principe que l'utilisateur va se faire berner, mais que le système va le bloquer. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent d'aller analyser si c'est du deepfake, si c'est de la voix, etc., qui est modifié. D'accord. Donc on sait aller aussi loin. Donc c'est pour ça que ça va dans les deux sens. C'est le jeu du chat et de la souris, hein. Oui. Clairement. Oui. C'est souvent les hackers qui trouvent des techniques avant et puis on essaie de les contrer après. Oui. Alors ici avec l'IA, je ne sais pas trop qui a été en premier, qui l'a exploité vraiment en premier, mais les deux l'ont exploité, donc le côté défense et le côté attaque, ont vraiment exploité très très vite parce que ça sentait, ça sentait mauvais quoi, pour les côtés défense, hein, où ils se sont apprêtés assez rapidement. Nous, on a vu des cas, c'est pas du cyber, mais c'est quand même de l'arnaque, de courrier postal hacké. Le mec vient te piquer tes lettres dans ta boîte aux lettres, les ouvre, les scanne, les Photoshop, les remet sous pli, les remet dans l'enveloppe, et entre-temps, il y a un petit message en rouge. Attention, notre numéro de compte a changé. Good luck, hein. Ouais. Good luck pour... On peut le dire, ils sont brillants, ces gens. Oui, non mais rebelote, process. Dès qu'il y a un numéro de TVA ou un numéro de compte qui change, appelez le fournisseur ou le client. C'est un process simple, mais s'il n'est pas en place, d'office, tu te fais avoir. Pas sur le numéro qui est sur la lettre, mais sur le numéro qu'on trouve. Et en plus, c'est ça, sur le numéro officiel. Oui, parce que tu appelles et ils te retrouvent devant la cœur qui est tout content de t'avoir au téléphone. Et sur les, par exemple, Lionel, tu devrais vous occuper de plein de boîtes de type XLG, enfin type, aucune boîte évidemment équivalente à XLG, mais multisite, l'accès au bâtiment pour des ouvriers. C'est quoi là il y a aussi des risques, j'imagine, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, l'accès au bâtiment industriel et tout ça Alors, de mon côté, du côté chez NSI, on ne gère pas directement la sécurité physique, hein, même si ça reste quelque chose qui est important à mettre dans les process, etc. Il y a le biométrique qui existe, mais enfin, de nouveau, c'est cher et lourd à mettre en place. Mais ça reste
des choses classiques, les cartes. On va déjà rien que les cartes pour badger, c'est déjà pas mal. Mais de nouveau, il y a un process à mettre derrière et c'est de la sensibilisation. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Celui qui est derrière, qui se faufile par la porte d'entrée, juste derrière vous, pendant que la porte est en train de se refermer, il faut quand même essayer d'avoir un process qui dit non, pourquoi est-ce qu'il est rentré? Ou alors accompagnez-le. Ah, mais j'ai rendez-vous avec un tel. Ok, l'accueil est là. Soit on attend à côté, soit l'accueil s'en occupe directement. De nouveau, ça reste des process à mettre en place. Ça reste la base des soucis qui se passent en sécurité ou en cybersécurité. Il n'y a pas de process, il y a un manquement quelque part, on n'est pas au courant qu'il fallait faire ça. On passe à côté de la chose. Vous avez ça chez vous? Ouais, sur la sécurité physique des bâtiments, on a des badges. Mais je pense que d'un point de vue informatique, la meilleure manière de lutter contre une intrusion, c'est bête, mais c'est de mettre ton écran, que ta session se ferme automatiquement au bout d'un délai assez court. Ouais. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est un peu embêtant, parce que tu vas devoir te reconnecter X fois par jour, bien qu'aujourd'hui, avec les systèmes biométriques, ça va assez vite. Mais c'est évidemment la clé. Si ton ordinateur ne se met pas en veille au bout d'une heure, tu vas déjeuner, qui passe derrière ton PC? Enfin, ça peut être n'importe qui. Oui. Donc, une fois de plus, c'est sur le process, parce que c'est une paramétrisation très simple. Et c'est quand même important de rappeler qu'il existe une foule de tips, de best practices en IT qu'il faut activer et qui ne le sont pas toujours par défaut. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des boîtes, à part les startups, une boîte comme vous devez être sur Google, je parie. Exact. Voilà. Bon, à part les. Je crois qu'on a se faire engueuler. À part les startups comme vous, n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Google, Odoo est toujours sur Google, par exemple. Voilà. Mais donc, n'empêche que, je parle sous ta couverture, mais à mon avis, 95% des sociétés aujourd'hui sont sur Office 365. Sur Microsoft. Sur Microsoft, oui. C'est plus sécure. Ouais. Ça, je sais pas si c'est plus sécure, mais en tout cas. On peut dire que c'est Microsoft qui a gagné la bataille du business, du corporate, en termes de part de marché. Oui. C'est pas le débat du jour, mais moi je dis 95%, j'en sais trop rien. Je pourrais pas dire la part de marché, mais c'est assez énorme. C'est très élevé, de toute façon. Très élevé. Et en gros, il y a le Microsoft Secure Score. Donc, toute personne qui est sur Microsoft, qui est sur un tenant Microsoft, je crois que c'est genre secure.microsoft.com, tu te logs et il te donne ton score de sécurité et il te dit tout ce que tu pourrais faire en plus. Ah oui. Alors, quand tu n'es pas très loin, c'est des mesures assez simples. Quand tu es très loin, ça devient forcément, quoi. T'as les premières mesures pèsent lourd. Les dernières petites, tu grappilles après des dixièmes de points. Des licences en plus. Et alors, à mon avis, tant qu'à faire. Ils ne s'oublient pas non plus. Évidemment. Mais tu as quand même des choses simples. Genre, par exemple, configurer la fermeture automatique de ta session au bout de 3 minutes, des choses comme ça. Ou, je vais essayer de prendre un autre tips, empêcher l'accès à ta boîte mail depuis l'étranger. Oui. En fait, tu peux sélectionner depuis quel pays tu es logable. C'est hyper sensé. Si tu as un business belgo-belge, disons que tu es en Belgique, en France et aux Pays-Bas, et au Grand Duché de Luxembourg, ce qui est un peu le cas ultra classique, tu n'autorises les connexions que depuis ces pays-là. Alors, est-ce que pour autant, ça va sécuriser à fond? Non, mais c'est déjà une barrière en plus. Ils devront passer par un VPN s'ils veulent. C'est quand même... Et c'est un truc qui coûte rien. Alors, évidemment, il faut prévoir un petit process pour que quand il y a quelqu'un qui part en vacances en Indonésie qui veut se connecter à ses mails, il faut, lui doit penser à nous prévenir, à prévenir l'IT pour dire ok, ça a un coût d'inconfort. Mais bon, ça me semble être un bon exemple d'une mesure simple, c'est un clic dans la plateforme Microsoft pour réduire les pays depuis lesquels on sait accéder à sa boîte. Après, il y a des choses, moi qui me semblent plus évidentes, mais c'est que les utilisateurs ne soient pas administrateurs de leur PC. Qu'il n'ait pas la liberté d'installer n'importe quel programme. Donc aujourd'hui, c'est bien pensé. Il y a le Microsoft Store et quand tu es admin d'un tenant Microsoft, tu sais sélectionner les logiciels. Tu fais une liste de tous les logiciels que tu autorises sur ton tenant. Et si quelqu'un veut installer un programme qui n'est pas listé, il est obligé de passer par l'administrateur pour pouvoir l'installer. Mais là, tu rehausses très fort. Parce qu'en fait, tous les crypto-lockers sur le système, c'est à un moment donné un exé. C'est là qu'on revient à la discussion du début. C'est que les collègues détestent les IT managers parce que tu sens que tu ne peux pas installer le programme que tu veux. Après, aujourd'hui, les gens comprennent beaucoup mieux qu'il y a des gens. Tout le monde se rend compte que voilà, il ne faut pas jouer avec ça. Et Lionel, c'est quoi justement alors t'as une PME en face de toi, c'est quoi les conseils
tes 3 grands conseils d'entreprise qui affrontent cet énorme dossier que la cybersécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Ouais, en général, chez NSI, ce qu'on va faire, pour parler ici spécifiquement d'NSI, parce que c'est un cas particulier, enfin un cas même pas spécifique, c'est très courant chez NSI, on accompagne énormément de PME, c'est un peu le cœur business d'ailleurs de l'entreprise. Faire un diagnostic pour pouvoir voir là où est l'entreprise, la maturité de l'entreprise. C'est souvent ce qui manque, où j'en suis. Donc savoir justement par où on va attaquer les premières choses. Donc on fait un diagnostic, on imagine un peu tout ce qu'il y a à faire, on va aller après physiquement vraiment dans l'infrastructure du client et on va poser des questions au client. Des questions vraiment spécifiques avec des profils particuliers qui existent, on appelle ça des security advisors. On va vraiment aller voir qu'est-ce qui est critique chez vous, qu'est-ce qui est important chez vous, qu'est-ce que vous avez en place, est-ce que vous avez des process en place, est-ce que vous n'en avez pas, ça, on l'a déjà évoqué. Et on va à la fin remettre un beau rapport bien fait avec une roadmap qui va expliquer au client, ben voilà, vous en êtes là et on veut vous amener là. Et ça, c'est déjà une chose extrêmement importante à proposer. Parce que sans ça, comment s'imaginer en tant qu'IT dans une PME où parfois les maturités sont un peu plus compliquées, même s'il y a des très bons IT managers qui ont une très bonne maturité, hein, on en voit ici, donc ça c'est très bien. Mais... Oh, la passe d'armes, oh, sympa. Ben, on a discuté un peu avant et donc j'ai senti en effet que la maturité était là, mais voilà, la maturité n'est pas partout et la compréhension n'est pas partout, voire même il n'y a pas d'IT du tout. Oui. Et au-delà de ça, il faut avoir un soutien de la direction. T'as beau être le meilleur IT manager, en plus, la meilleure voilà, maturité, les meilleures connaissances, il y a un COMEX au-dessus qui si le CEO veut pas... Désolé, mais c'est une plaie aujourd'hui. Hein. Le management aujourd'hui dans une entreprise, au niveau cybersécurité, c'est extrêmement compliqué. Hein. Parce que ça paraît un budget qu'on voudrait mobiliser pour autre chose. Mais pourquoi ça ne sert à rien? Quelle est la plus-value dans l'entreprise, la plus-value visible hein, dans l'entreprise pour la cybersécurité? Oui. Ça me met des contraintes et ça me met des bâtons dans les roues tout le temps. Oui. Ça nous coûte de l'argent et je ne vois pas qu'on produit mieux, qu'on crée mieux, qu'on est plus visible, qu'on est plus efficace, que ça nous rapporte plus d'argent. Jusqu'au jour où. Moi, je prends toujours l'exemple du dentiste. Hein. Le dentiste, c'est chiant. Si tu n'y vas pas, tôt ou tard, ça te coûtera plus cher et sera plus douloureux. Et c'est pas forcément remboursé en plus. Alors qu'avant ça, il y a moyen d'avoir quelque chose. Et c'est dit, on n'en a pas parlé, mais la question de l'assurance, moi je pense que c'est un élément important, surtout pour les business avec des montants importants, enfin pour tous en fait. Il existe aujourd'hui des assurances pour te couvrir d'un risque cyber. Moi je pars vraiment du principe qu'un jour on va se faire avoir. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quelques semaines, on a eu 800 tentatives d'attaque bloquées par notre firewall sur une journée. Alors, c'est des scripts, c'est automatisé, mais 800 tentatives bloquées par notre firewall. Quand on voit ça, on se dit, il y aura bien, à un moment donné, ils vont trouver la faille. Quoi. En tout cas, je trouve ça plus mature ou plus pro de se dire qu'un jour, ils vont passer. Et d'envisager le cas, qu'est-ce qu'on fera quand ils seront passés. Quoi. Et... à l'armée, on a l'habitude de dire on s'entraîne à faire une chose qu'on espère n'avoir jamais à faire. Bah, là, c'est un peu pareil. Hein. J'ai étudié avec le roi militaire. C'est donc ça. mais là, c'est pareil. On essaie d'envisager les cas qu'on espère qu'ils ne se produisent pas. Et en l'occurrence, avoir une assurance pour se couvrir d'un risque financier, mais aussi de s'adjoindre une équipe de résolution, c'est peut-être une bonne idée. Il y a eu un cas célèbre récemment dans une des 3 régions du pays, suivez mon regard. C'est sûr qu'ils ont fait appel à des services externes. J'espère qu'ils avaient une assurance pour ça, mais parce que ça coûte bonbon aussi, hein, pour pouvoir par exemple remonter toute l'infrastructure. Et Lionel, c'est quoi l'erreur que tu vois tout le temps? Enfin, une erreur que tu peux nous donner pas pour blâmer où tu la vois, mais pour qu'on se dise ok, celle-là je la ferai pas, quoi, tu vois? À quel point de vue? N'importe où en cybersécurité, tu vois, une erreur facile à corriger, que tu vois que les gens font souvent dans les entreprises, dis ah mais ça, tu vois, partage pas ton mot de passe, j'en sais rien, tu vois, un truc que tu vois. Ouais, ça reste aujourd'hui dans tout ce que je vois, ça reste souvent le MFA qui reste assez compliqué à inculquer, à vraiment comprendre qu'il y a une utilité très importante. C'est souvent ce qu'on voit. Et la gestion de l'identité, c'est quand même assez fort proche, hein, l'identité.
ne pas laisser des comptes disponibles, souvent le cas. On laisse des accès à gauche, à droite de gens qui sont plus là. C'est qui, lui? Je sais pas. C'est vraiment spécialité. Ah oui, 10 ans qu'il est parti. Exactement. En fait, là où on a fait vraiment un pas en avant, c'est qu'on a mis en place un process d'offboarding. Ah oui. Donc dans les sociétés, on pense très tôt à mettre un process d'onboarding, accueillir les gens, c'est important. Ouais. Leur dire au revoir, c'est un peu moins important. Et en fait, l'IT, si on leur dit pas, Thierry, il travaille plus chez nous, ils peuvent pas le deviner, quoi. Et donc mettre en place, mais ça touche pas que à la boîte mail, hein. Ça peut toucher au badge du client qu'il a reçu, à sa voiture de société, à sa carte essence, que sais-je. C'est toute une série de choses. Et donc aujourd'hui, gérer effectivement les identités, de dire qui est à bord, qui ne l'est pas. Oui, c'est hyper important et je pense qu'assez peu de sociétés ont réellement des process d'offboarding bien en place et bien gérés. C'est un sujet. Ouais. Je vais rebondir là-dessus avec l'identité et l'IA. Aujourd'hui, on a Copilot chez Microsoft. Tu parlais pas mal de Microsoft. Et comme Microsoft est connecté, Copilot est connecté à tous les outils Microsoft. C'est bien, mais ça montre aussi des choses. Par exemple, Copilot, montre-moi à quoi j'ai accès. Montre-moi ou va me chercher les fiches de paye. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe RH. Je vais peut-être, j'espère pas, une entreprise bien mature, ça ne devrait pas arriver. Chez XLG, peut-être ça n'arrivera pas, j'espère. J'ai la fiche de paye des gens qui va remonter, par exemple, parce que c'est un fichier Excel, etc. Mais je ne suis pas censé avoir juste après l'émission. Juste après l'émission, j'essaye. Tu peux peut-être. Je ne sais pas s'il y a Copilot. Non, tu es chez Google, donc ça ne marchera pas. Si avec Gemini, peut-être, il te montrera l'information. Il va aller screener ton drive. Voilà. Et donc, pourquoi parce qu'on a mis des droits un peu comme ça, gauche à droite. Et donc, Copilot peut être un bon outil alors pour revoir sa sécurité. Ce n'est pas sous ce format-là qu'on est censé le revoir, mais ça va montrer des choses en fait, auxquelles on ne s'attendait pas. J'ai des accès comme ça qui sont disponibles, ouverts. La culture des droits minimums. C'est-à-dire, OK, en fait, la culture veut qu'on donne le minimum de droits possible imaginable. Ça peut être vrai à plein de niveaux, certainement sur les droits d'administration des machines, mais ça peut être vrai sur un serveur de fichiers. T'imagines, tu as une arborescence, ça n'a pas de sens de donner accès à des dossiers à une personne qui n'en a pas besoin. Et donc, il faut, alors plus la boîte est grosse, au plus c'est un sujet, aller faire des compartiments de stockage de dossiers et de donner des accès à ce qui est nécessaire. Ça implique qu'une fois de temps en temps, j'ai aussi besoin de ça. OK, on te donne l'accès. Mais la tendance de dire, on donne accès à tout le monde à tout, c'est vraiment pas une best practice, évidemment. Pour les c'est plus facile. Plus facile, évidemment. Mais c'est plus facile pour tout le monde. Et ça, on pour les hackers aussi. On va conclure cette émission. Chacun... Imaginez un CEO là en face de vous qui hésite, qui se demande tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre de passer le cap, quoi. Il y a les éléments qu'on connaît pendant l'émission, mais si vous pouvez le... Alors, premier point, et c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui, il y a des directives européennes qui existent. Est-ce que l'entreprise est soumise à ces directives européennes, NIS 2 notamment si il est soumis, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est lui-même qui doit se remettre en question parce qu'il est directement impliqué. Le management est directement impliqué et directement responsable. Il ne peut même plus dire « Toi, IT, tu es responsable parce que tu as mal fait cette chose-là ». Même si l'IT va dire « Mais je vous avais prévenu 10 fois, je vous en... » Non, ok, tu es responsable, je te vire. C'est dans l'autre sens maintenant. C'est le grand patron qui est responsable de ce qui se passe au niveau cybersécurité quand on est dans le cadre du NIS. Il y a énormément d'entreprises qui vont y être soumises. Donc là, il ne faut même pas réfléchir. Mais même là, ça reste encore compliqué à dire tu vas être impacté. Il y a des peines de prison éventuellement qui sont applicables, même si ça reste peut-être difficile à appliquer, mais il y a des amendes qui peuvent arriver, des suspensions de poste. On suspend la fonction de CEO. Tu ne travailles plus temporairement là. Mais voilà, je veux dire ça, c'est réglé cette histoire-là. C'est bon. Et c'est censé sensibiliser, normalement. À côté de ça, pour les autres entreprises, ça reste... La discussion doit un peu changer de ce qu'on a l'habitude de dire, le serveur ne sera pas accessible, etc. Non, c'est plutôt parler de risque de manière générale. Quel est le risque pour l'entreprise ? Le risque d'une attaque aujourd'hui, c'est ça. On va enlever votre partie critique, votre ERP, par exemple. Pour certaines entreprises, c'est extrêmement critique. Je suppose que chez vous, gestion des employés, etc., c'est hyper important. ERP, CRM, etc. L'ERP, s'il est down chez vous, pendant 48 heures, 72 heures. Qu'est-ce que ça vous coûte réellement ? Quel est l'impact
sur votre entreprise? Quel est le risque réel sur l'entreprise? Et là, normalement, il va cogiter en chiffres. De son côté, j'ai moins d'argent qui va rentrer, mon chiffre d'affaires il va diminuer, mes clients ne seront pas contents, donc l'image de l'entreprise, elle va diminuer. Mais souvent, chez Nessis c'est le cas, et je suis dans beaucoup d'entreprises, on a contact avec l'IT manager, et on n'a pas contact avec le management. Et voilà, là, l'occasion d'avoir un CEO devant soi, c'est justement de lui dire, au niveau risque business, c'est ça que vous risquez. Et ça, souvent, ça fait changer la mentalité. Parfait. Jérôme, tu as un autre CEO qui n'est pas aussi soutenant que celui que tu as actuellement. Tu dois le convaincre. Attention, tu as 30 secondes. Mais moi, je ne lui dirais pas quelle solution il faut mettre en place. Je lui dirais que je lui ferai la liste de tous les risques auxquels il s'expose et qu'il doit poser des choix en conscience. Et dire, bah voilà, il faut être cohérent. Si vous êtes prêt à prendre tel risque, bah c'est OK de ne pas sécuriser. Vous êtes au courant du risque. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre tel risque, eh ben, il y a telle et telle et telle mesure à mettre en place. Aussi, si pas, vous exposez à tel risque. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins de cet ordre-là, quoi. Si vous voulez faire un backup, eh ben, il faut le répliquer 3 fois pour être sûr de, quoi qu'il arrive, pouvoir avoir une sauvegarde sécurisée. Sinon, ben, vous vous exposez potentiellement à la perte de toutes vos données. Voilà le risque auquel vous exposez. Ça, souvent, les CEO, ils comprennent. Ok, mais j'espère que si vous êtes CEO quelque part, vous regarderez déjà différemment votre IT manager. et en effet, bon, bah, vous l'avez dit, quoi, ce monde évolue aussi si vite. On a été à peine habitué au phishing que maintenant, c'est des deepfakes vocaux qui vont arriver de mon CEO qui m'intime à verser dans la demi-heure et je dois regarder ma carrière, l'argent, ma carrière, la cybersécurité. Et donc voilà, que les continuent. Donc en effet, penser long terme, penser roadmap, se faire accompagner quand on n'a pas l'expertise en interne, tout ça me semble important maintenant. J'ai pas envie de te réinviter pour que tu me parles d'un hameçonnage réussi. J'espère que ça va pas t'arriver chez XLG. J'espère que, évidemment, on a envie que tu aies beaucoup de travail et pas trop de travail quand même, mais en effet, nous avons une tendance lourde où, comme quelqu'un, tu le disais, je pense, ça va arriver de toute façon, donc il faut se préparer, quoi. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été dans la technique et aussi dans l'explication de la vulgarisation. On se voit pour une prochaine émission. On a des émissions passionnantes qui arrivent ou qui sont déjà passées selon le moment où vous le regardez sur l'aérospatiale, sur les hôpitaux, comment ça se passe, la sécurité dans ce domaine-là et plein d'autres sujets. N'hésitez pas à nous regarder et à raconter en commentaire ou par mail votre dernière tentative d'hameçonnage et comment vous avez réagi. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi.